Appel sur le continent, dernière édition de la semaine. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à vous et merci de nous retrouver en direct sur la télévision panafricaine. Le gouvernement camerounais mène une bataille donc contre les ONG et qui l'accusent de vouloir déstabiliser le Cameroun et de faire le jeu des sécessionnistes. On en parle ce soir dans son allocution de lundi dernier. Vous le savez, le MINAT a déclaré, et je cite, de nombreuses ONG aux ordres des ennemis de notre pays véhiculent régulièrement des informations erronées sur la gestion de la crise par le gouvernement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces ONG, je continue la citation, ces ONG ont reçu 5 milliards de francs CFA de la part des réseaux occultes pour déstabiliser le Cameroun. Il a donc poursuivi ainsi en citant notamment Amnesty International, International Crisis Group, le REDAC et Sectira. On en parle donc dans le cadre de cette émission, mesdames, messieurs. Alors ce qu'il faut noter également, c'est que ce qu'on sait aussi, c'est que les récriminations du gouvernement vis-à-vis des organisations de défense des droits de l'homme opérant au Cameroun sont très fréquentes, mais cette sortie-là du ministre a rapidement provoqué un tollé en raison justement des menaces proférées contre des médias camerounais qui l'accusent de connivence. Il reproche justement à ces médias-là, parmi lesquels Equinox TV, STV et bien d'autres, il accuse donc ces médias d'avoir publié le rapport de Human Rights qui accuse l'armée donc de massacre du Garbo. Il a donc pointé un doigt accusateur sur International Crisis Group particulièrement et le REDAC pour qui le gouvernement pour ces ONG-là, donc pour ces ONG, le gouvernement donc a déclaré que ces ONG sont financées dans le but de ternir l'image du Cameroun. On en parle donc tout au long de cette émission, fidèles téléspectateurs, avec vous au téléphone tout au long de l'émission et bien sûr aussi avec nos invités qui sont déjà installés, je le disais, dans le cadre de cette émission. Alors avant de l'aborder, cette émission, on annonce tout simplement justement cette information qu'on a eue également tout à l'heure du côté de la Côte d'Ivoire. Vous le savez certainement, en tout cas nos invités le savent aussi certainement déjà. C'est Amadou Gon Coulibaly qui est désigné comme candidat du RHDP dans le cadre de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. On y reviendra bien sûr dans le cadre de nos prochaines éditions. Alors on parle donc de cette thématique de ce soir et je reçois pour en parler deux invités. Et tout d'abord, monsieur Jonathan Batengene, qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonsoir à vous, bon après-midi, bienvenue. Bonsoir, madame, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et c'est un plaisir toujours de venir ici pour décrypter l'actualité. D'accord, merci à vous, monsieur Jonathan Batengene. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre invité également ce soir, monsieur Patient Parfait Ndom, qu'on a le plaisir d'accueillir pour cette édition d'Appel sur le continent. Bon après-midi, cher monsieur Ndom. Bon après-midi, princesse. Bon après-midi à Jonathan, mon jeune frère. Bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Vous savez, il faut savoir passer le pouvoir à la jeunesse. Nous avons un jeune là, heureusement il n'a pas 61 ans comme on l'a promis, le passage de pouvoir à la jeunesse en Côte d'Ivoire. Là-bas, la jeunesse, ça commence à partir de 61 ans. Vous avez encore assez de temps. Soyez patients, votre tour arrivera. Merci beaucoup à vous, monsieur Patient Parfait Ndom. Je l'ai dit, on aura l'occasion de revenir très amplement, de façon plus ample, donc sur cette actualité en Côte d'Ivoire, sur la présidentielle du 31 octobre prochain. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on parle donc de cette bataille que mène le gouvernement camerounais contre certaines ONG internationales. Précisément, on parle de cette sortie de lundi dernier, c'était le 9 mars, donc, du MINAT, qui a pointé un doigt accusateur contre ces ONG qui l'accusent de pactiser avec certains ennemis pour déstabiliser le Cameroun. Et réponse du berger à la bergère, on a cette réaction déjà du REDAC qui a donc pu réagir, répondre à la sortie le 9 mars dernier du MINAT. Écoutez plutôt. Pays, parce que nous en avons bien besoin. Son discours de l'autre jour est celui d'un dangereux comment on appelle les gens qui mettent pyromane. Très dangereux pyromane. Là où les Camerounais attendent des sapeurs-pompiers. Pour une fois de plus, disons, il a raté l'occasion d'être un pompier ou alors de se taire. Monsieur le ministre, je vous envoie ce message. En ce qui concerne
vos accusations gravissimes sur les 5 milliards que nous aurions reçus, une seule chose. Vous mentez. Vous mentez, monsieur le ministre. Je vous mets au défi d'apporter le moindre début de commencement de preuve de cette affirmation facile à prouver. Après, on saura quoi se dire. Mais nous n'avons pas besoin, aujourd'hui au Cameroun, d'être encore plus une société où il y a des morts propres à qui on envoie des condoléances et les autres morts, pourtant tous des Camerounais, pour lesquels on cherche des boucs émissaires, pour ajouter à d'autres morts. Moi, je fais partie des Mothers of the Nation. Une maman aime tous ses enfants. Les policiers, les gendarmes, les gendarmettes, toutes ces morts n'en sont pas moins mes enfants. Les civils aussi, les bébés qu'on tue sur le dos des mamans. Tout ça, ce sont nos enfants. Et ils méritent le respect absolu de leur vie, de leur droit à la vie. Ce qui ne semble pas être le cas de l'attitude de monsieur le ministre Atangandji et malheureusement de tout le gouvernement qu'il représente. Assez. Les Camerounais souffrent énormément. Ils vont de douleur en douleur. Nous avons fait des propositions pour un retour à la normale au Cameroun, mais ce n'est certainement pas avec des gens ou des propos comme ceux tenus par monsieur le ministre Atangandji qu'on va y arriver. Il est temps de chercher des gens qui ont des paroles de paix, des paroles d'apaisement, des paroles de rassemblement. Parce que la personne qu'il représente et qu'il a nommée là, et qui est monsieur le président de la République, doit incarner l'unité. L'unité de tous les Camerounais. Assez pour cette fracture de plus en plus béante sociale. Madame la directrice exécutive l'a dit, vous n'aurez aucun rapport suite à votre interpellation du REDAC. Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur Patient Parfendom, le MINAT a donc fait le 9 mars dernier ce qu'on peut appeler cette sorte de sortie médiatique incendiaire au cours de laquelle il a accusé ces ONG internationales d'avoir reçu entre autres 100 milliards de francs CFA pour déstabiliser le pays. Et voilà par exemple la réaction d'une de ces ONG. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je commencerai par une fois de plus m'incliner devant tous ces morts stupides de ce conflit idiot, qu'on aurait pu nous épargner, on aurait pu faire l'économie de ce conflit qui n'a aucun sens et qui continue d'endeuiller notre pays. Ma position par rapport à ce conflit est assez claire. Je continue de le revendiquer, je continue de faire cette demande, comme disent nos frères anglophones, I'm begging, I'm appealing au chef de l'État et au gouvernement de se ressaisir très rapidement pour trouver la solution, à mon sens, adéquate pour mettre fin à cette guerre. Parce que cette guerre est une guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, stupide. Elle puise ses fondements dans des incompréhensions qui tirent en réalité leur source dans ce que j'ai l'habitude de vous expliquer ici. C'est qu'on nous a donné une indépendance factice. On nous a fait croire que nous étions francophones et les autres anglophones. On a oublié de nous dire l'essentiel, qu'en réalité, cette indépendance a été programmée comme ça pour que nous puissions avoir ces problèmes aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le contentieux historique que nous avons vis-à-vis de la France. Parce que c'est pas avec une attitude saine que la France a été contrainte à octroyer cette indépendance au Cameroun, qui a intervenu quand même le 1er janvier 1960. Ça va être le bal, n'est-ce pas? Ça va être le début des autres indépendances d'autres pays qui sont sous domination française. Française aussi. C'est parce qu'au Cameroun, il y a des partis qui ont pris les armes pour dire à la France, au contraire d'ailleurs, à la France,
nous voulons acquérir l'entièreté de notre souveraineté, tout de suite et maintenant. Ça a donc conduit à des incompréhensions. Cela a donc conduit aussi à des frustrations qui ont donné naissance à ce conflit anglophone que j'appelle un contentieux camerouno-camerounais. Alors, je réitère ma parole en tant qu'individu, mais en tant aussi que responsable d'une organisation qui est l'Alliance patriotique, avec les autres UPC, Stand-Up, qui n'ont eu de cesse à revendiquer cette position-là, et d'autres Camerounais. Il faut enfin qu'on mette fin à cette guerre. Et pour mettre fin à cette guerre, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut réunir toutes les filles et les filles de notre pays autour d'une table. C'est ce que nous avons appelé un dialogue national inclusif. Et qu'on se parle. Et qu'on arrête ces massacres inutiles. Et c'est parce que nous sommes dans l'incapacité pour l'instant d'arriver à cette hauteur du point de vue humain que justement toute cette hyène, toute cette faune bigarrée et de moutons dociles et d'hyènes rentrent dans le jeu à travers des couvertures différentes et peuvent produire ce que nous voyons. Je suis pour la promotion de la société civile. Je suis pour la promotion des ONG. Mais je ne suis pas assez naïf pour penser un seul instant que toute cette faune bigarrée n'est que des gens, comment je peux appeler ça, qui ont la fleur au fusil. Non. Là-dedans, il y a des gens qui, pour qu'ils continuent d'exister, doivent justement produire des situations comme celle-là pour qu'elles existent. Si le Cameroun est en paix, si la justice est rendue, n'est-ce pas, de manière équitable à tous les Camerounais sans exclusive, que venons faire des ONG dans un pays comme le Cameroun? Si on redistribue de manière équitable les fruits de la croissance, le gâteau national, si chaque citoyen a l'impression d'être à sa place dans ce pays, que viendront faire ces ONG? Ces ONG sont là. C'est parce que nous avons été dans l'incapacité de prendre de la hauteur, de calibrer notre ambition de telle manière que chaque Camerounais, où qu'il soit, puisse se sentir à l'aise, puisse se sentir choyé, puisse se sentir, j'allais dire, vraiment au cœur des préoccupations de la nation. Ce n'est pas encore ce que nous voyons. C'est ça qui crée tous ces désordres. C'est ça qui crée tout ce que nous voyons là. Mais une fois de plus, madame, nous ne pouvons pas être dans un état qui a cette difficulté, ces contraintes, et avoir et des médias, et des ONG, et des individus qui ont fait de leur fonds de commerce des attaques contre l'armée au quotidien, vouloir salir l'armée camerounaise par tous les moyens. Je suis l'un des rares sur votre plateau qui, pendant les assassinats de ces dames avec leurs enfants à l'extrême nord de notre pays, a été l'un des rares à prendre ses distances et à dire ça, ce sont les brebis galeuses introduites dans l'armée qui ont commis le... Tout le monde m'a pris à partie ici. J'ai dit, mais soyez cohérents. Ces gars-là ont été repérés, sont les gars de l'armée camerounaise. Et je vous avais dit, dans tous les corps du monde, il y a ces situations, il y a ces brebis. La crédibilité de chaque organisation, c'est d'être en capacité de détecter ces brebis quand ils commettent des forfaits, des crimes comme ce qui s'est passé à l'extrême nord du Cameroun, mais surtout de les punir. Tout à fait. Et je pense que après des atermoiements, et le gouvernement et l'armée a pris la mesure de la chose, tout à fait. De la chose et a essayé de rectifier le tir, n'est-ce pas, en mettant ces brebis galeuses en justice. Cela ne doit donc pas être un prétexte pour certains pour vouloir noircir complètement le rôle de l'armée dans notre pays. C'est inacceptable. C'est pour ça que je continuerai de défendre notre armée, parce que c'est grâce au sacrifice de ces jeunes. Parce que souvent quand on parle de l'armée, on a l'impression de voir nos vieux généraux là. Mais ce sont des gamins qui sont au front. Moi j'ai déjà perdu un neveu là-dedans, dans cette guerre. J'ai perdu un neveu dans cette guerre. Mais quand ils le font, c'est donc quel est leur intérêt là-dedans justement? Et c'est d'où la question. Mais l'intérêt, parce que c'est devenu un fonds de commerce. Il faut qu'ils continuent de vivre. Il faut qu'ils continuent d'être sur le feu des projecteurs. Et ils disent n'importe quoi. Et on donne l'impression que du côté des sécessionnistes, il n'y a que les enfants de cœur. Mais non! Les images que les affres commis par les sécessionnistes nous renvoient, c'est d'une brutalité incroyable. Et j'ai dit sur ce plateau, il y a cela
au début de la crise, j'ai dit attention aux sécessionnistes. Je suis l'héritier d'un mouvement qui a fait la guerre. Au-delà des manipulations, c'est-à-dire de la guerre psychologique, des manipulations de l'adversaire, il ne faut pas oublier que dans nos armées, surtout quand ils n'ont pas une bonne formation politique, il y a des gens qui se livrent à des actes qui sont insoutenables et inacceptables. Le temps viendra. Nous sommes dans ce Cameroun, le temps viendra. Ou dans cette grande messe autour de ce grand baobab, notre mouvement, l'Union des populations du Cameroun, viendra aussi faire ce bien pour culpable. Pendant cette période de la guerre de libération, nos combattants n'ont pas que été justes. Ils ont commis des atrocités. Mais pas de commune mesure avec ce que nous avons subi. Quand vous n'avez donc pas de direction politique, je te disant, vous ouvrez la boîte à Pandore pour toutes ces actions. C'est pour ça qu'en 1961, quand les gens se retrouvent à Fomban pour créer les conditions de ce désordre dans nos cerveaux que nous voyons avec l'histoire des anglophones et des francophones, oui. Un grand homme, leader camerounais, le président Ernest Ouandjing, rentre au maquis parce qu'il sent qu'il y a nécessité non seulement d'unifier tous les combattants et tous les maquis, mais surtout d'inculquer aux combattants une formation politique pour qu'ils sachent pourquoi ils se battent. C'est Sankara qui disait, un militaire qui n'a pas une formation à la fois idéologique et politique, c'est un meurtrier, un criminel en puissance. Cela est valable pour ces gars qui se battent au nord et au sud-ouest. Moi, je vois des photos qui me reviennent. Je me dis, comment les gens qui nous disent qu'ils se battent pour la souveraineté de leur espace peuvent avoir pour combattants des gens comme ceux que nous voyons. Des gens qui se shootent, qui ont la marijuana comme je sais pas, hein? Qui ont des gris bizarres, dont la plupart n'ont aucun niveau de compréhension des enjeux. Je vais en venir aux enjeux géopolitiques plus tard. Mais des enjeux réels pour lesquels ils se battent en fait. Pour lesquels ils se battent. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Ils ne peuvent que produire ce que nous voyons. Alors, que les ONG, au lieu de savoir garder quand même la mesure, ils ont gardé, oui, se jettent à chaque fois qu'il y a un événement en le mettant sur le dos de l'armée, c'est très dangereux. Et je ne parle pas de vos confrères des médias. J'ai suivi dernièrement la sortie d'un responsable, d'un directeur des médias, un promoteur de médias. Vraiment, il faut faire attention. Mais peut-être que ces ONG, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils défendent des civils qui sont partis? Nous sommes dans une guerre asymétrique, princesse Vanessa Ngadekwa. Et je peux vous dire, pour ma petite expérience que j'ai, de ce que j'ai pu apprendre de ces guerres-là, que l'armée camerounaise fait preuve de beaucoup de retenue. Si l'armée camerounaise ne faisait pas preuve de retenue, on aurait des milliers de morts pratiquement de manière hebdomadaire. Pourquoi? Parce que quand le gars fait un coup et il vient se cacher de nouveau au sein de sa communauté, de son quartier, de sa famille. Quand l'armée vient, elle ne peut pas tirer sur le tas. Elle est obligée de... Comment dire ça? C'est comme vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. C'est toujours compliqué. Mais effectivement, par moment, quand il y a donc ces confrontations armées qui arrivent, il peut arriver qu'il y ait des dommages collatéraux. Tout à fait. Cependant, on a vu tout à l'heure la réaction d'une de ces ONG. Mais je continue de dire que la responsabilité incombe au gouvernement de notre pays de trouver des solutions pour mettre fin à cette guerre. Et ils peuvent le faire. On pensait, après avoir réclamé longtemps, qu'avec le dialogue national inclusif, malheureusement, c'est les gens qui étaient contre le principe du dialogue qui ont été invités au dialogue. On a vu ce qui est sorti de là. Mais même ce pas-là, on le prend. On a dit, nous sommes preneurs. Faisons notre part. Pourquoi vraiment on met fin à ces atrocités, à ces larmes, à ces rivières de sang qui n'en finissent pas? D'accord. Quand je le dis souvent, les gens sont dans une position où soit tu es pour Biya, soit tu es contre Biya, donc pour ceux qui applaudissent la sécession. Je vois des acteurs, soi-disant politiques, qui veulent changer le Cameroun, qui font des vidéos à l'extérieur et qui disent, nous on va mettre l'argent pour acheter des armes à tel ou tel terroriste pour tuer les gens. Je dis, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils racontent? C'est trop grave. Certains militants politiques, chaque fois qu'un militaire est décapité, ils applaudissent dans les réseaux sociaux.
Je dis, mais où on va? Sommes-nous pour la constitution d'un Cameroun uni et prospère? Ou sommes-nous arrivés à un niveau où on pense qu'il faut complètement déliter tout le pays? Alors, je ne comprends pas. Donc, je continue de penser, Princesse Banitsa, que il faut des hommes de cœur dans ce pays qui prennent la hauteur, qui sont capables de prendre des décisions, souvent en se faisant violence. Mais il faut qu'on arrête cette guerre stupide, parce qu'elle a se durée, mais surtout parce qu'elle est devenue un fonds de commerce, avec un certain nombre d'individus qui pensent qu'ils vont passer par là pour changer la donne politique au niveau de Cameroun. Mais je leur dis, les contextes géopolitiques ont changé. Tant que nous n'allons pas comprendre que nous devons nous mobiliser nous-mêmes au sein du Cameroun, avec notre peuple, en accord, faire corps avec notre peuple, pour changer, pour apporter des changements catastrophiques dans ce pays, compter sur l'étranger, l'ONU, Thibon Nagui, je ne sais pas, X et Y, pour venir changer la donne, parce qu'on aura montré des gens qui meurent chaque jour, on va se tromper. Mais regardez le monde. Regardez l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez dans d'autres pays où il y a des conflits armés. Regardez le Burkina Faso qui depuis certain temps plonge dans les horreurs. Les gens meurent chaque jour. Regardez le Mali. Et là, on a vu, j'allais dire, le courage de l'exécutif malien pour dire on est prêt à discuter avec les terroristes. Venez, discutons pour essayer de trouver des solutions à la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui. Bon, les terroristes ont même déjà répondu, mais ça veut dire que leur réponse est assortie d'une condition. La condition, c'est qu'il faut que les forces françaises partent du territoire malien, tout à fait. Alors, donc, je dis que la situation n'est pas complètement gelée, elle n'est pas complètement fermée, nous ne sommes pas face à un mur. Mais il faut du courage pour oser proposer des solutions qui participeront, n'est-ce pas, à décanter la situation et à apporter une paix relative sans laquelle aucune vie, aucun développement n'est possible. Merci beaucoup à vous, Monsieur Patient Parfendon, pour cette analyse. On rappelle que le standard est ouvert à mesdames, messieurs. Vous pouvez nous retrouver donc pour aborder avec nous cette thématique également ce soir. Alors, Monsieur Jonathan Batengene, alors on a écouté l'analyse de Monsieur Patient Parfendon, mais quelque part dans son analyse, justement, il fustige ces personnes, ces ONG-là, qui justement font de ce qui se passe un fonds de commerce, et c'est comme ça qu'il l'appelait cela. Alors on sait qu'au sujet par exemple des attentats meurtriers dans les villes de Galim et de Bamenda, lesquels ont été revendiqués par certains leaders sécessionnistes établis en Occident, le MINAT s'est indigné face au silence de ces ONG-là, justement après des crimes des miliciens séparatistes. Qu'est-ce que vous en dites? Au fond, les ONG, a priori, c'est une forme de démocratie. Il faut le reconnaître, parce qu'il n'est pas que les ONG seulement en Afrique. Les ONG sont en Europe occidentale, aux États-Unis, en Russie. Maintenant, il faut se placer du point de vue pour l'ISA des relations internationales. Les ONG, au départ, ont joué le rôle d'organisation humanitaire, ont joué un rôle humanitaire. Et après, dans les années 60, et à l'occasion de la crise qui opposait le nord à l'ouest à l'est, c'est-à-dire le bloc communiste au bloc libéral-démocrate, on a vu naître de nouvelles manières d'intervenir dans les politiques internes de certains pays, entre autres l'utilisation d'organisations de la société civile, dont les ONG. Quand vous regardez le National Endowment for Democracy, quand vous regardez le discours inaugural qui fonde cette organisation, le sénateur américain utilisé de manière clandestine devrait être utilisé désormais de manière officielle via des organisations de type ONG. Donc, lorsque vous savez aussi que le National Endowment for Democracy, c'est un organisme qui finance beaucoup d'ONG dans le monde, qui a des ramifications avec des liens avec l'Open Society de George Soros, vous comprenez que les liens avec le financement occulte d'organisations dans le but de déstabiliser certains pays ne peut pas être exclu. Et la sortie du ministre de l'administration territoriale du Cameroun, qui est le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il avance un chiffre, ça pose un autre problème. Le problème que ça pose, c'est si effectivement les financements qu'il indique ont été reçus, comment et par qui cela a été donné. Il a parlé de financement occulte.
Nous avons tous vu dans la vidéo que vous venez de présenter l'une des responsables de ces ONG au Cameroun, Maître Alice Kom, qui est très connue et réputée pour son combat, même si parfois les causes qu'elle défend ne connaissent pas l'assentiment de tout le monde, a dit que c'était faux. Ça veut dire que nous, les populations camerounaises, nous avons besoin de connaître la vérité. Le ministre devrait donc pousser plus loin les révélations et une enquête doit être donc commise au niveau du Parlement. C'est bien parce que nous sommes à la rentrée parlementaire à la 10e rentrée parlementaire, c'est-à-dire à la rentrée de la 10e, cuvée parlementaire. Et cette cuvée devrait donc s'intéresser à ce problème de financement des ONG au Cameroun. Je tiens à souligner que les ONG au Cameroun, pour la plupart, existent dans un régime de tolérance. Parce que les documents qui permettent, c'est régi par la loi de 90 et une autre circulaire de 99, dont les deux textes ont carrément densifié les documents qui permettent d'accréditer une organisation comme ONG. Vous allez voir beaucoup d'ONG qui exercent au Cameroun. Parfois, c'est des ONG qui ont leur siège à l'extérieur. Or, la loi demande qu'elles aient également un siège de représentation au Cameroun. Oui. Et ces ONG, parfois, n'ont pas de siège de représentation au Cameroun. Et certaines ONG qui sont ici existent simplement parce qu'avec la pratique, dans la durée, il y a eu comme une acceptation de fait. Il y a une reconnaissance de fait par des autorités. Parce que lorsque vous existez dans la tolérance, vous considérez que parce qu'on ne vous a pas frappé, ça veut dire que vous devriez exister. Vous pouvez exister légalement. Donc vous continuez d'agir comme si vous étiez reconnu de jure légalement. Donc avec un acte de droit qui vous reconnaît comme étant une organisation. Et parfois même il y a eu des interactions entre le gouvernement et ces organisations, ce qui a davantage rendu légitime leur action sur le terrain. Pas forcément légale. Elle est devenue légitime dans la transaction opérée avec le gouvernement. Donc vous avez ce contexte qui prévaut. Monsieur Batengene, ce qui est justement décrié ici, c'est le rapport ou les rapports qui ont été faits justement par ces ONG-là, les ONG qui ont été citées. J'en viens, je le dis parce qu'en fait, ça crée une autre situation. Quand le ministre dit effectivement qu'il donne 60 jours pour avoir les rapports, il dit les 60 jours, ça veut dire qu'il sait qu'il a en sa possession un ensemble d'éléments qui lui prouvent que les faits qu'il incrimine sont fondés. Au terme des 60 jours, s'il n'agit pas, normalement le Parlement devrait l'interpeller pour avoir une suite à ce dossier. Parce que si ces ONG sont effectivement financées par des fonds occultes pour déstabiliser le Cameroun, effectivement, ça, c'est des ONG qui engagent maintenant la souveraineté de la nation et méritent une enquête et une procédure judiciaire en bonne et due forme. Alors, justement, le fait que ces ONG aient tendance, parfois, de façon délibérée ou alors par omission, je ne sais pas, aient tendance à omettre, par exemple, les crimes, les abus, perpétrés par les groupes sécessionnistes parfois, est-ce que ça ne devrait pas attirer l'attention? Je prends l'exemple de la question que je vous posais tout à l'heure, parce que le ministre s'est indigné notamment du silence de ces ONG face aux crimes humains des miliciens séparatistes, lesquels certains établis en Occident ont revendiqué les attentats de Galim et de Bamenda. Tout à fait. C'est tout à fait un fait curieux alors. Voilà, c'est une curiosité. Les ONG indiquaient, au-delà des éléments du problème que je viens de poser, qui est le problème de fond qui devra être suivi avec beaucoup d'attention par l'ensemble des analystes camerounais et par aussi la population camerounaise. Il faut bien qu'on sache quelle est la vérité. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est votre point de vue par rapport à cette curiosité-là, justement, ce que vous en pensez. Les ONG ne publient pas les rapports parce qu'il y a donc comme une intention manifeste de créer une psychose, mais surtout d'alarmer l'opinion publique internationale et d'appeler la communauté internationale à agir. Pourquoi? Parce que dans tous les rapports que vous voyez, si c'est l'armée qui est incriminée, c'est parce qu'effectivement, vous savez ce qui s'est passé en Libye. Il faut alarmer la communauté internationale sur le fait que le gouvernement camerounais viole délibérément les libertés de ses citoyens et donc justifier une intervention internationale. Voilà effectivement ce qu'on peut lire dans ce comportement des ONG. Donc on délaisse par exemple les crimes perpétrés par des sécessionnistes parce que c'est un moindre mal. C'est ce que j'aimerais comprendre.
Pas parce que c'est un moindre mal, mais parce que justement, il faut mettre ça dans le contexte d'une guerre. Dans la guerre, les sécessionnistes ici sont comme l'alibi qui permet à ces gens d'agir. Les sécessionnistes commettent des mots que parfois, même vous allez voir dans certains rapports, ils vont mettre quelques exactions des sécessionnistes. Mais ce qui importe pour eux, c'est de faire écho sur les exactions qu'ils enregistrent comme étant celles du gouvernement. Et les sécessionnistes, dans ce contexte-là, sont comme ceux ils sont comme les psychologues appellent ça le stimulus et la réaction. Les sécessionnistes posent des actes atroces pour simplement amener l'armée à agir de manière forte sur le terrain. On parle des meurtres, M. Batengue, pas des actes. Oui, mais notez-le, même si on parle des meurtres, vous savez ce qui... tout à l'heure, M. Parfait, le grand frère, a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit que lorsque vous voyez des gens drogués, tués, être encensés par certains leaders à l'étranger et que leurs crimes sont tus par les ONG, vous vous posez bien des questions si ceux-là se battent pour leur indépendance ou bien pour la restauration d'une quelconque liberté. Non, ça c'est la lecture au premier degré qu'on peut avoir là-dessus. Justement, ces gars sont simplement là pour provoquer l'armée, pour amener l'armée, parce que c'est une guerre de nerfs. L'armée qui est regardée, c'est toujours l'armée républicaine. Dans toutes les grandes guerres, on ne regarde pas trop les crimes. Quand vous regardez comment on a commenté la guerre en Afghanistan, on parlait des exactions de l'armée américaine. Beaucoup moins des crimes, des attentats de Al-Qaïda. Quand on faisait le décompte des attentats de Al-Qaïda, c'est pour montrer à quel point Al-Qaïda est encore actif. C'est effectivement le même schéma. Les sécessionnistes posent des actes qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la guerre des nerfs. Ils veulent au maximum pousser à bout les militaires, les mener à une action qui va faire en sorte que le Cameroun viole un texte international. Vous voyez un peu, qui va justifier la montée des rapports, qui eux vont susciter l'attention de la communauté internationale qui sera obligée d'agir. Vous voyez un peu, c'est ça le schéma qui est en place. D'accord. Ce n'est pas que ces gens ne voient pas les crimes des sécessionnistes, mais ils aimeraient même que davantage ces sécessionnistes monter en puissance. Donc tu davantage de personnes. Effectivement, ce que l'armée doit donc faire quand l'armée est face à cette situation, c'est de ne pas réagir automatiquement sur le diktat des actions des sécessionnistes. Vous avez vu, il y a une réaction qu'il faut saluer. Après l'attaque de Galim, et c'est là où vous comprenez que l'armée camerounaise est devenue et devient de plus en plus professionnelle. La réponse qui est posée, c'est qu'il y a une enquête. Vous voyez, il y a une enquête. Il y a, et c'est effectivement un ratissage sur le terrain, mais il y a une enquête. Les résultats de l'enquête vont aboutir à une réaction de l'armée qui sera ciblée. Ça va nous permettre de mettre la main effectivement sur les auteurs des attaques et pas frapper dans le tas comme ceux-là aimeraient que ça se passe. C'est pourquoi actuellement le grand travail sur nos militaires, ça devrait être de leur faire comprendre que cette guerre est aussi une guerre de nerfs. Ce n'est pas seulement la guerre avec les armes sur le terrain. Non, l'adversaire sur le terrain sait même qu'il n'a pas la capacité de feu de cette armée. Mais il faut passer par des actes barbares, ignobles, égorger des gendarmes, égorger des militaires. En fait, toujours poser l'acte qui va le plus blesser les militaires qui seront dans la posture d'une revanche. Le moins notre armée va réagir tel qu'ils ont prévu, le plus nous allons gagner des points au niveau international. Parce que regardez ce que c'est en train de faire. C'est en train de... Les actes qu'ils posent, par exemple, ils empêchent les enfants d'aller à l'école. Ça les discrédite déjà au plan international. Les actes qu'ils posent, c'est-à-dire ils tuent les civils, les otages, ça les discrédite au plan international. Dans leur propre guerre de l'usure, ils sont en train de se discréditer. L'armée devrait tenir bon, continuer à travailler de manière professionnelle, extirper ceux qui posent des actes
des actes barbares de la population et effectivement comprendre que c'est vrai, nous sommes dans un contexte parfois d'hostilité. Vous savez, les populations qui sont face à un criminel ne coopèrent pas avec le criminel parce qu'elles l'aiment. Hein. Beaucoup de gens me disent souvent, non, il y a des gars dans zone anglophone qui coopèrent avec ces gars, tous les anglophones sont complices. Ils ne sont pas complices. Ils ont peur. Vous avez déjà vu comment ils ont égorgé vous avez vu les vidéos de l'agent de l'ECAM qu'ils ont égorgé. Lorsque vous vivez dans un contexte où un individu qui prend des stupéfiants devient le commandant de la zone, vous imaginez le climat qui règne, climat de terreur. Cet individu se prévaut donc désormais le droit d'agir comme il veut. D'accord. Et lorsque l'armée vient, est-ce que l'armée élit domicile dans les lieux? Non. L'armée arrive pour apporter une réaction, mais lorsqu'elle arrive, le gars il a disparu. L'armée fait 2 jours, lui il est en brousse pendant 2 jours. Dès que l'armée se retire, il y a quelques sympathisants dans le village qui vont aller lui dire l'armée est partie. Il revient dans le village et il sévit pendant cette période. La population qui coopère dans ce moment ne coopère pas de gaieté de cœur. Elle coopère par crainte. Alors, pour leur Monsieur Bateng, pour raccourcir, alors est-ce qu'en conclusion de votre première intervention, avant qu'on y revienne tout à l'heure, parce que j'aimerais qu'on prenne également les réactions des téléspectateurs, est-ce que vous êtes en train de dire, d'accord, ces ONG ont raison dans leur démarche, dans les rapports qui sont faits jusqu'ici? J'ai expliqué leur logique. Dans leur logique, que vous partagez, c'est ma question. Je ne partage pas cette logique. Alors, on va y revenir, s'il vous plaît. On va y revenir tout à l'heure. C'est intéressant parce que lorsque vous analysez un fait, ne prenez pas d'abord le point de vue qui le mieux vous arrange. Comprenez d'abord celui qui agit dans le sens qui ne vous arrange pas profondément pour que vous sachiez que dans ma réaction, il faudrait que j'intègre tel paramètre. Parce que la raison, ce n'est pas seulement d'avoir raison au premier moment. C'est d'avoir totalement raison tout au long de l'événement. Et notamment raison aux yeux de la communauté internationale, c'est ça? Tout à fait. Okay, le Cameroun est un État. Et pour que notre État soit respecté, nous devons avoir raison au niveau international et au niveau national. Merci pour votre point de vue, merci pour votre analyse, Monsieur Bateng. On ouvre le standard. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre en direct. On vous écoute. Bonsoir, Madame Kadigwa. Allô? Oui, bonsoir Madame Kadigwa, bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers Actu Média. Bonsoir à toute votre équipe technique qui continue à nous donner l'opportunité de pouvoir nous exprimer à travers Actu Média partout que nous sommes dans le monde. Bonsoir Afrique, bonsoir le monde. Bonsoir également à mon frère Parfendop sur votre plateau. Bonsoir à mon frère Batengene. Sur le sujet de ce soir, Madame Kadigwa, je voudrais attirer l'attention de mon frère Parfait que quand nous parlons des ONG, au Cameroun, nous avons une ONG qui s'appelle REDA. À la tête de cette ONG, il y a une dame qu'on appelle Maximilienne Gambé. Que Parfendop la connaît mieux que moi. Que Parfendop connaît l'attachement que Maximilienne Gambé a pour son pays, pour le Cameroun. Parfendop sait que Maximilienne Gambé ne peut pas trahir le Cameroun. Ce que Maximilienne Gambé dit est vrai. Parfendop, tu connais ça mieux que moi. Donc nous pouvons accuser tous les ONG au Cameroun, sauf le REDA. Et même si les gens doivent accuser les ONG au Cameroun sur le REDA, ça ne doit pas être Parfendop, parce que Parfendop connaît qui est Maximilien Gambé. Sur le sujet, je voudrais attirer l'attention de mon frère Batengere. Nous, sur un terrain de guerre, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Parfendop a parlé tout à l'heure là en disant que les nationalistes à l'époque, pendant l'armée de libération, ils avaient fait les bavures. Rien ne peut pas prouver ça parfait. Rien ne peut pas prouver. Aujourd'hui, dans le nord et dans le sud-ouest, il y a des gars qui prennent l'arme parce qu'ils revendiquent une cause. Il y a des bandits parmi eux. C'est pour cette raison que la dernière fois que j'ai appelé, j'ai dit que au Cameroun aujourd'hui, nous sommes face à deux extrémistes. Le peuple camerounais est pris en otage, que ce soit même à la zone anglo, que ce soit même du côté francophone, puisque nous avons vu comment on a pris les armes pour tirer sur les gens au Mali au Cameroun qui n'avaient aucune arme. Vous voyez un peu, nous ne pouvons pas continuer on ne peut pas mettre l'armée camerounaise et l'armée ambassadrice au même niveau. C'est le gouvernement illégal du Cameroun qui est au pouvoir actuellement, qui a la responsabilité de défendre tous les Camerounais, de les protéger. Le gouvernement illégal a cette responsabilité. On ne peut pas mettre cette armée ambassadrice et le gouvernement, l'armée du Cameroun, au même niveau. Donc,
Le gouvernement a la responsabilité de protéger tout le monde. Et en plus, M. Parfendom, M. Batengere, est-ce que nous sommes d'accord que le gouvernement illégal du Cameroun n'a pas été à la hauteur de régler ce problème quand ce problème a commencé? Le gouvernement avait les manettes de résoudre ce problème quand ça a commencé, mais ils n'ont pas été à la hauteur. Aujourd'hui, les questions qu'ils soient conscients du fait qu'ils ont fait une erreur et qu'ils cherchent à rectifier les erreurs. Mais nous voyons qu'au fur et à mesure que la crise est en train de s'envenimer, ils vont des erreurs en erreur. C'est de ça qu'il s'agit. Merci et bonne continuation, Madame Kadigwa. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bertrand Tsakwa. Merci pour votre appel et votre participation. Derrière vous, on va au Cameroun. On va retrouver Monsieur Daniel qui nous appelle de Douala. Bon après-midi, bienvenue. Vous êtes en direct. Vanessa Gadikwa. Bonsoir. Je dis bonsoir à Parfendom qui est là. Je dis également bonsoir à Monsieur Batengene. Je veux dire également bonsoir à Madame Pinter des États-Unis, bonsoir à Madame Émilie de l'Allemagne et bonsoir à mon frère Margot. Vraiment, Madame Gadikwa, je ne comprends pas. Monsieur Parfendom, je fais de vos paroles les miennes. Monsieur Batengene, je fais de vos paroles les miennes. Vos paroles sont les miennes. Je ne comprends pas. Dans tous les pays du monde, on protège l'armée. Monsieur Parfendom, je ne comprends pas. Expliquez-moi, dans tous les pays du monde, on protège l'armée. Quand les militaires américains commettent les crimes partout, ils tuent des gens, ils massacrent. Les Français vont en RCA, ils commettent les actes de pédophilie. Ils font des choses terribles. Mais chez eux, on les protège. Chez eux, on les protège, monsieur Parfendom. Mais ici au Cameroun, on expose notre armée. On expose notre armée, pourquoi? Ces hommes politiques-là qui indexent notre armée, lorsqu'ils seront au pouvoir, ils vont utiliser quelle armée, monsieur Parfendom? Aidez-moi. Ils vont utiliser quelle armée? Monsieur Parfendom, la guerre qui se déroule au nord-ouest et au sud-ouest, c'est la guerre du pétrole, monsieur Parfendom. C'est la guerre du pétrole, monsieur Parfendom. Je vous dis que c'est de ça qu'il s'agit. Les Américains, les Français ont décidé que tant que le président ne va pas tout signer les papiers, cette guerre ne va pas s'arrêter. Monsieur Parfendom, vous dites qu'il faut mettre fin à la guerre, d'accord. Mais pour mettre fin à la guerre, qui héberge ces gens-là? Ce sont les Américains qui hébergent ces gens-là. Mais est-il faille que cette guerre s'arrête? Pourquoi on ne dit pas à ces gens-là qui les hébergent de leur dire d'arrêter, de ne plus financer, et qu'ils disent à ces gens-là de déposer les armes? Et vous allez voir que la guerre va s'arrêter. La guerre va s'arrêter. Ce sont ces gens-là depuis les États-Unis, la Belgique et autres. Ils sont connus. On devait là-bas les arrêter et les extrader au Cameroun. Monsieur Parfendom, je suis dépassé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On parle d'ONG. Le regard, mais qui ignore que ces gens-là sont financés par M. Soros. Derrière vous, on va rapidement prendre M. Jean-Claude depuis la France et revenir bientôt sur ce plateau. Bon après-midi à vous, cher Jean-Claude. Bienvenue, vous êtes en direct. Allô? Allô? Est-ce qu'on peut avoir le retour de M. Jean-Claude? Allô, bonsoir. Bienvenue, M. Jean-Claude. Alors, bon après-midi, Princesse Gadikwa. Merci de la parole. Allô? J'espère que vous me suivez très bien. Je m'entends. Bon après-midi à vous. Oui, bon après-midi à vous, Madame Gadikwa. Et merci de la parole. Je salue comme ça le standard. Et je salue Monsieur Batengene. Je salue aussi Parfendom. Je voudrais dire merci à Batengene parce que sincèrement, parfois, nous avons des idées qui divergent, mais aujourd'hui, pour votre première prise de parole, Batengene, je dirais que vous avez dit des choses pertinentes. Ça, c'est la vérité. Et quand on veut faire une analyse froide de la chose, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et je voudrais dire une chose concernant l'appelant qui vient juste d'appeler. Il faut qu'on mette l'émotion de côté. Je voudrais juste rappeler que l'armée américaine
commettent des exactions, mais ce n'est pas sur les Américains. C'est hors des États-Unis, c'est hors du territoire américain. Il faut se poser la question, pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Tout simplement parce que nous n'avons pas, nous ne prévoyons pas. Je pense que c'est là peut-être 4 ans, 5 ans, il y a des hommes intellectuels au Cameroun qui parlaient déjà de ces problèmes. Mais on n'a pas voulu les écouter. Ça, c'est une vérité. Mon frère Parfum d'homme, vous savez, moi j'étais avec vous quand les militaires avaient commis des exactions sur des mamans qui avaient les bébés au dos du côté du nord du Cameroun. Moi aussi, j'étais comme vous. Je pense que j'avais même décrié en disant que non, parce que vous vous disiez que non, c'était les militaires camerounais. Mais moi, je disais non, tout comme celui qui était au studio avec vous, je pense que c'était Badankani. Mais à la fin, vous avez eu raison. Mais voyez-vous, parfait, face à tous ces couacs du gouvernement camerounais, peut-on encore croire à ces gens? Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on tire sur les ONG. Mais je pense qu'il y a eu une ONG qui avait des faux observateurs qui sont arrivés au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, nous ne comptons pas la suite des enquêtes. Puisqu'aujourd'hui, et quand dans un pays sérieux, est-ce qu'on aurait au Minat celui qui est là aujourd'hui, M. Parfum d'homme? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de parler des médias, la sortie de certains aux responsables des médias. Mais regardez comment le Minat s'adresse au peuple camerounais. Mais est-ce que c'est normal? Ça pousse à la révolte. Je le dis sincèrement, où sont passées les enquêtes sur Monseigneur Mbala, s'il faut aller jusqu'à là? Ça veut dire que nous avons à la tête de notre État des gens qui n'ont plus rien à nous donner, parfait. Ils n'ont plus rien. Également, M. Jean-Claude, merci pour votre appel. On va prendre un dernier appel avant de revenir sur ce plateau. M. Abou, qui nous appelle de l'Angleterre. Bon après-midi à vous. M. Abou, bienvenue. Vous êtes en direct. Voilà, je pense qu'on va revenir sur ce plateau. On va retourner au standard tout à l'heure. Voilà, alors, M. Patient Parfum, on poursuit. J'aimerais tout de suite, dans la foulée, avoir votre réaction avant de vous poser une question quant à l'analyse que faisait tout à l'heure M. Batengene. Alors, est-ce que quelque part, je ne dirais pas qu'il faut peut-être légitimer absolument toutes les actions des sécessionnistes, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas l'impression justement que M. Batengene voudrait peut-être qu'on caresse entre parenthèses certaines ONG dans le sens du poil lorsqu'ils choisissent délibérément de laisser les actions d'une partie et de mettre en avant une autre pour celle d'une autre partie? D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit fort parce qu'il y a des gens qui meurent. Tout à l'heure, les gens parlaient d'émotions, mais j'ai l'impression que de leur côté, il y a beaucoup plus d'émotions que sur ce plateau. Quand, à plusieurs reprises, vous foncez et vous butez sur un mur, vous reprenez votre élan, vous repartez à la charge, vous butez de nouveau sur un mur, ça veut dire que cette stratégie est mauvaise. Il faut réfléchir autrement. Comment faire pour contenir le mur? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Ce que j'essaie de dire par là, premièrement, c'est que ce n'est pas à moi qu'on doit poser cette question. Depuis des années sur votre plateau, je me bats pour dire que notre gouvernement, la manière dont il conduit des affaires, va nous conduire au chaos. Ça, on le sait, oui. Je l'ai toujours défendu. D'accord. Quand les gens se préparaient pour aller aux élections pour battre Biya sur son propre terrain, je vous disais que c'est contre-productif. Au contraire, ils vont aider Biya à légitimer son pouvoir. C'est ce qui s'est passé. On a le ministre Atangandji, parce que certains ont aidé le président Biya à valider son exécutif, son pouvoir. Et il a nommé Atangandji. Bon. Les gens disent que le gouvernement illégitime doit protéger tout le monde, tous les citoyens. Mais un gouvernement ne peut pas déjà le traiter de légitime et attendre sa protection. Il y a un problème. Je parle à mon ami, je crois qu'il intervient depuis les États-Unis. France. Bien en France. Monsieur Tchakbois, je crois, qui me connaît certainement. Quand je parle des ONG, je sais, tout à l'heure, mon jeune frère l'a repris, dans un cadre démocratique, dans des pays dits démocratiques, il y a des ONG qui vont s'intéresser aux droits des femmes,
Il y a la journée de la femme dernièrement, aux droits des enfants, aux droits de ceci, aux droits de cela. Nous sommes en situation de guerre. Ou bien vous faites semblant de ne pas le comprendre, le Cameroun est en situation de guerre. Et dans cette situation de guerre-là, on peut laisser tout s'écrouler sauf l'armée. Parce que si l'armée s'écroule aussi, c'est le chaos. C'est le chaos. Or, j'ai l'impression que certains ont pour axe stratégique tout faire pour discréditer totalement l'armée. Il faut critiquer l'armée quand, en son sein, il y a des brebis galeuses comme ce qui s'est passé à l'extrême nord, mais surtout quand la hiérarchie de l'armée ne prend pas le plus rapidement possible la mesure de la situation. Et ce fut le cas aussi. Mais de là à extrapoler, à arriver à une situation où maintenant il faut montrer que l'armée, c'est une armée de... comment on dit ça? Il y a un terme français qui pour dire que c'est une armée de vraiment des gens qui n'ont aucun sens de l'humain. Il faut faire très attention. Des barbares. Oui, barbare même, le terme, il est même amoindri. Donc, il faut dire que nos gardes, ces jeunes que nous avons là-bas, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils en ont marre, c'est un pis-aller, ils veulent rentrer chez eux. Donc, la solution pour eux soit de tuer les gens. Comme ça pour rien. On les tue, comme ça, la communauté internationale va intervenir et nous on va rentrer chez nous pour boire notre bière. C'est pas vrai. Il ne faut pas donner l'impression qu'au sein de cette armée, la seule solution que les jeunes ont trouvée pour mettre fin à leur présence dans cette partie-là, c'est de commettre des exactions contre les civiques dont ils sont censés protéger. C'est pas possible. À force de le dire comme ça, on finit par s'en convaincre, comme si c'était vrai. Donc, voilà, au-delà de l'émotion, comment nous commençons à glisser nous-mêmes. Or, c'est d'arriver à des situations qui seront dommageables pour nous tous. Maintenant, quand je le dis, quelqu'un m'a parlé de Madame Gombert du Redac, que je connais là très bien, que j'ai eu à défendre plusieurs fois sur votre plateau. Mais à cette association aussi, je tiens à dire, attention, il faut savoir mesurer garder. Je suis très critique vis-à-vis de mon gouvernement. Je suis extrêmement critique vis-à-vis du ministre Atangandji pour d'autres raisons. On a vu comment il s'est comporté vis-à-vis de certains partis politiques. J'ai eu à le dénoncer ici. Mais quand nous sommes dans une situation où il y a un flou artistique sur le financement de certaines organisations dont les rapports, il ne s'agit pas seulement de Redac, les rapports sont pris en compte. Sur la place internationale, il faut faire attention. Ce n'est pas un chèque en blanc qu'il faut qu'on leur signe. Nous avons vu l'expert, je crois, de Human Rights Watch, son rapport. À un moment donné, ils ont été obligés de retirer ce rapport de leur site pour mieux le faire. Parce qu'ils allaient de contradiction en contradiction dans leur propre rapport. Ça aussi, c'est une vérité. On ne peut pas le nier. Ce n'est pas parce que c'est le ministre Atangandji qui le dit, donc ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut faire attention. Je continue de dire, pour dire aux gens que nous ne sommes pas dans un espace où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme s'il n'y avait pas de calcul derrière. Quand la CPI décide de venir arrêter des gens ici en Afrique, vous avez vu Mme Bensouda tenter d'entrer aux États-Unis. Que lui ont dit les Américains, les champions de la démocratie. Donc ça aussi, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Mais ça ne dédouane pas notre responsabilité première. J'ai commencé par là dans mon intervention de dire la faute incombe à notre État. On aurait eu tout le temps de régler ce problème. Quand je me bats pour dire qu'il nous faut un dialogue national inclusif, l'élément que je mets en avant, je dis que ça va être l'occasion pour nous d'arracher notre souveraineté qui est encore confisquée par d'autres. Et tant qu'on ne va pas créer, n'est-ce pas, cette situation pour que ce dialogue puisse avoir lieu, effectivement, chacun ira de sa petite musique en continuant d'écrire des rapports sur X et Y pour discréditer complètement tout le corps social camerounais. À partir de ce moment-là, on n'a plus de temps. Est-ce que les gens veulent qu'on ait plus de temps? Je préfère avoir un État moribond comme celui qui a que de ne pas avoir de temps du tout. Attention! C'est pas parce qu'on est fâché, c'est pas parce qu'on est blessés et dans notre peau, dans notre chair, je ne sais pas, dans notre âme, qu'on fait semblant de ne pas voir le danger qu'il y a devant. Il y a un danger qui est certain. Quelqu'un m'a parlé du pétrole tout à l'heure, mais je ne suis pas amnésique. Il n'y a pas que le pétrole, il y a les terres rares dont regorge cette partie de notre pays.
On sait qu'il y a des gens qui ont des ambitions, qui ont des gros yeux, semble que nous sommes... voilà. Les gros yeux, c'est le truc à la mode maintenant. Tu me sors les gros yeux, je te sors les gros yeux. Mais ils mettent... Ça veut dire qu'ils sont focalisés sur ces richesses camerounaises. Il faut être assez... j'allais dire un gogon pour ne pas le comprendre. Mais c'est à nous de mettre des conditions. J'avais dit que dans la jungle, les hyènes s'attaquent aux animaux qui sont soit vieux, soit blessés, donc ils sont en incapacité de se défendre. Nous nous mettons nous-mêmes en incapacité de nous défendre en laissant prospérer, en laissant pourrir ces situations de guerre. C'est pour ça que j'avais demandé qu'on arrête. Mais ce n'est pas parce que j'en appelle à la responsabilité du gouvernement pour mettre fin à cette guerre que je veux fermer les yeux sur les atrocités que commettent ceux qui sont censés libérer le peuple qui est pris en otage, entre guillemets, par soi-disant les francophones. Ça veut dire qu'on sait plus ce qu'on veut. Il faut bien ça, il faut avoir la mesure, il faut avoir la lucidité nécessaire pour pouvoir faire la part des choses. Sinon on rentre dans un truc qui n'a pas de sens. Vous comprenez, Vanessa? Oui, nous sommes face à un problème. Oui, il y a des acteurs qui se sont très mal pris. J'avais dit que les socialistes au départ, c'était un groupuscule. Tout le 1er octobre, ces gars-là, ils protestaient. Mais c'était vraiment un groupuscule qui n'avait pas l'aura qu'ils ont aujourd'hui sur les populations anglophones. C'est le gouvernement camerounais, en jouant au pourrissement, en arrêtant les gars du consortium, en refusant un débat politique sur les questions que posaient les gars du consortium, qui a fini par monter à l'épée, m'a donné, j'allais dire, la consistance, si on peut l'appeler ainsi, ou bien le volume qu'ont pris les anglophones aujourd'hui dans cet espace. C'est le gouvernement camerounais. Et j'ai dit et répété que cette affaire-là, on ne peut pas résoudre ça par les armes. On ne peut pas. C'est le dialogue politique qui va finir par résoudre cette affaire. Par les armes, on peut les atténuer, on peut les faire taire pour un moment, mais ça va revenir. Tant que la question politique ne sera pas réglée. C'est ça qu'il s'agit. Mais est-ce que, parce que nous sommes sur cette position-là, est-ce que, parce que nous incriminons notre gouvernement de n'avoir pas pris ses responsabilités à temps et de continuer de ne pas la prendre de manière sérieuse pour régler le problème, cela nous donne le droit de justifier les horreurs que nous voyons chaque jour? Cela nous donne le droit de continuer de penser que c'est une bonne chose que dans cette partie du pays, les enfants ne puissent pas aller à l'école? Que l'économie soit complètement en berne? Que les jeunes filles et les vieilles dames se fassent violer, comme ce qui s'est passé dernièrement, je crois, hier en Dou, sous le fracture peut-être qu'on veut sauver les gens qui sont pris en otage par je ne sais qui? Non. Si j'ai pris mon courage pour dénoncer ce qui s'est passé à l'extrême nord avec l'assassinat de cette dame et de ses enfants par les militaires camerounais, il faut aussi que je puisse avoir ce courage pour dénoncer ces sécessionnistes qui commettent des actes qui sont inacceptables. D'accord. D'accord, merci. Et je continue de dire donc à nos amis que cela ne sert absolument à rien. De vouloir, quand je vois toutes les ONG qui défilent là. Tout à l'heure, notre ami est allé, il dit le monde communiste et le monde libéral et démocratique. Je ne sais pas en quoi l'Occident est démocratique, c'est un autre débat. Mais la guerre du Biafra qui est à côté, le Biafra qui est à côté de nous. C'est pendant la guerre du Biafra que fut lancé ce qu'on appelle les French Doctors, qui sont devenus médecins sans frontières. Tiens, oui. Mais on sait très bien que l'intention française, c'était de passer par Médecins sans frontières pour livrer des armes aux combattants de Biafra. On sait très bien ce qui s'est passé. Monsieur Kouchner et Ronnie Broman sont complices qui ont créé cette association. Ils se sont séparés plus tard par rapport aux ambitions qu'ils ont sur la question libyenne dont on a évoqué. On a vu le point de vue de Ronnie Broman qui a dit que non, les populations de Benghazi n'étaient pas en danger. Alors que monsieur Lévy, le nouveau cheval de Troie intellectuel, de montrer comment Kadhafi était l'assassin, il faut rapidement l'arrêter. On va prendre plus tard que les images que nous montrons de Benghazi étaient tournées dans des studios de cinéma au Qatar. Ronnie Broman a eu le courage de dire que non, c'est faux. Il n'y avait pas de danger sur les populations libyennes à Benghazi. Alors qu'il est l'un des co-créateurs des French Doctors, dont des Médecins sans frontières. Donc, à un moment donné, les gens doivent avoir de la hauteur pour dire que
Nous avons déclenché des processus pour pouvoir venir en aide aux gens par le biais des organisations, des ONG d'ordre humanitaire, mais en même temps, ce chemin faisant, d'autres forces se sont incrustées et ont dévoyé la mission de ces organisations. Sinon, vraiment, nous jouons on joue le truche. Nous sommes face à des enjeux souvent qui nous dépassent. Amnesty International et à défendre des camarades, d'accord. Mais souvent, Amnesty prend des positions qui sont orientées pour arriver à certains faits. Surtout en Afrique. Vous ne pouvez pas le nier. J'ai lu le rapport de gars qui est ministre, je pense d'être ministre de la Justice du Sénégal actuellement. Il était dans une association de défense des droits de l'homme pendant la crise ivoirienne. Mais ce fut un scandale. Ce gars, il a le poste de ministre de la Justice au Sénégal plus tard. Un scandale. En mettant tout sur le dos de Gbagbo. Vous voyez? Donc, princesse Vanessa, nous sommes face à une difficulté. Il faut qu'on mette nos émotions de côté. Il faut qu'on regarde l'affaire avec beaucoup de froideur. La responsabilité, une bonne partie de la responsabilité, la grosse, incombe à l'État. Mais les combattants sécessionnistes commettent aussi des crimes que nous ne pouvons pas valider, que nous ne devons pas accepter. Parce que commencer à les accepter, c'est ouvrir la boîte à Pandore. On ne sait pas de quoi demain sera fait. D'accord. Donc, une fois de plus, c'est une situation à la fois difficile, mais c'est une situation qu'on aurait pu régler depuis très longtemps. Donc, au lieu de continuer à jeter de l'huile au feu, prenons plutôt les démarches. L'huile au feu, c'est ce que j'appelle buter au mur. Prenons des démarches pour aider, n'est-ce pas, les uns les autres à créer des conditions pour qu'on puisse sortir de ce piège violent et mortel. D'accord. Donc, ça ne sert à rien d'être sur un plateau de téléphone et pour montrer que la meilleure façon pour montrer que je suis pour la résolution de ce conflit, c'est de tirer sur le gouvernement parce que, comme depuis 30 ans, je me bats pour que Biya dégage de là avec tout son système. Donc, j'ai l'occasion rêvée pour moi aujourd'hui pour lui mettre une bonne tâche, n'est-ce pas, de noirceur sur le dos avec cette crise-là. Ce n'est pas moralement acceptable pour un militant panafricain, un nationaliste comme je prétends l'être, n'est-ce pas, sur la place nationale et internationale. Merci beaucoup à vous, monsieur Patient, parfaitement. Alors, on va retourner au standard sous peu avec les téléspectateurs qui nous attendent déjà, mais avant, monsieur Batengene. Alors, en parlant justement de la résolution du conflit, de cette guerre, parce qu'on est en situation de guerre, monsieur Patient parfaitement l'a dit clairement. Alors, tout à l'heure, vous déploriez un tout petit peu le fait que l'armée camerounaise ait tendance à riposter aux provocations, c'est comme ça que vous avez appelé cela, des sécessionnistes parfois. Alors, mais est-ce que cette non-riposte, le fait que l'armée à chaque fois ne riposte pas forcément à ces attaques-là, à ces meurtres, est-ce que cela pourrait, selon vous, contribuer d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre à la résolution ou tendre vers la résolution du conflit? Sinon, qu'est-ce qui, pour vous, pourra justement véritablement résoudre ou alors tendre vers la résolution de ce conflit-là? Tout d'abord, je tiens à souligner que je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait riposte. Je parle d'une riposte proportionnée et une riposte mesurée. L'armée républicaine est dans son rôle. Le déploiement des forces de l'ordre dans le Nozo n'est incontestable de personne. C'est un droit que notre République a de se défendre face à une agression. Il faut bien le dire, la sécession est une agression. Ce que vous déplorez en fait, c'est la façon dont la riposte est menée. C'est pas que je déplore. J'ai décrit les logiques que les groupes sécessionnistes utilisent et qui sont en complémentarité avec les rapports des ONG. Si vous perdez de vue cette logique, vous allez voir ces ONG comme étant des organismes qui sont venus se faire un peu d'argent au Cameroun. Mais bien plus, qu'est-ce qui se tisse derrière? C'est bien parce que tout à l'heure, l'aîné Patient Parfait a parlé de Médecins Sans Frontières. Et j'ai parlé tout à l'heure de National Endowment for Democracy, qui a des liens avec l'Open Society de George Soros, qui est un des financiers de Reporters Sans Frontières, de Médecins Sans Frontières et de beaucoup d'autres organismes. Transparency même a reçu des fonds du National Endowment for Democracy. Vous voyez un peu? Ces organismes, si vous perdez de vue que ces organismes financent ces organisations, vous ne comprenez donc pas la logique qui est derrière. En fait, c'est laquelle? Dans la reconstruction du monde, et surtout par l'hégémonie libérale
on parle de l'hégémonie libérale, simplement le monde du marché, c'est-à-dire les États-Unis, la France, qui viennent par le biais des multinationales. Dans la reconstruction du monde, ces ONG peuvent acheter des espaces. Vous avez suivi le discours du ministre, du responsable, du chargé de la communication au ministère de la Défense du Cameroun. Il a commis un discours qui circule dans les réseaux sociaux, vous pouvez la voir, et vous allez voir qu'effectivement, il fustige ceux qui ont vendu des parcelles du Cameroun à des multinationales. C'est de ça qu'il est question. Parce que même la Libye, c'était ce marché qui était en jeu. On a parlé de la Libye, de la Syrie. En fait, toutes les grandes zones de conflit qui existent aujourd'hui, c'est ces marchés qui sont en jeu. La Russie elle-même, et je vais entrer par le sujet russe, la Russie elle-même, qui est une grande puissance mondiale, a été le sujet des convoitises du marché mondial. Vous savez que les grandes réserves de gaz, c'est en Russie. Et pour nourrir le monde occidental pro-libéral, les États-Unis pensent qu'il faudrait avoir une politique agressive contre la Russie. Quand on dit politique agressive, c'est pour être tendre, c'est-à-dire une politique d'annexion. Et la Russie a constaté que depuis un temps, il y avait un bouclier antimissile qui se déployait autour de ses frontières. Qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a commencé aussi à avoir une politique agressive. La Crimée est un exemple de la politique agressive de la Russie. C'est une annexion que la Russie a réalisée. Mais une annexion pour passer un message à ceux qui sont ses réels adversaires, en leur disant... Mais pour la Russie, la Crimée est rentrée à la maison. Pas seulement que la Crimée... Le président Poutine l'a dit clairement. Ça, c'est pour... Vous savez, les relations internationales, malheureusement, aujourd'hui, on croyait que c'était dépassé, fonctionnent sur deux éléments. Le droit de la force et la force du droit. La Russie a fait primer en Crimée le droit de la force. Et pour justifier ça, ils utilisent la force du droit avec les arguments culturels. C'est une population russophone, tout ça. Hein? Mais notez-le, même Hitler, quand il annexait la Silésie, il avait dit que c'était c'est en Tchécoslovaquie. Oui. La Silésie, c'est une population germanophone. Hein? Mais c'était le droit de la force. Et quand les Polonais prenaient dans le pacte qu'il est lié à Hitler, oui, avec les Français et les Britanniques, en 1938, vous connaissez, c'est un pacte qui a été le prélude, du moins c'est un peu bizarre. Eh bien, les Polonais ont pris, je crois, la ville de Chesny, c'est une ville, une petite ville, qui a une population qui parle polonais. C'était aussi en Tchécoslovaquie, mais ça ne se faisait pas avec l'accord du gouvernement tchécoslovaque. Ça se faisait simplement par des velléités expansionnistes de deux grands États. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Donc, dans notre nozo, on est en train de vivre cette situation, qui n'est pas étrangère aussi à la situation qu'on observe dans toute la bande sahélienne jusqu'au nord Cameroun. Vous voyez un peu? Les forces du marché veulent reconfigurer cet espace qui est un espace riche en terres rares, riche en ressources naturelles. Maintenant, les agents de cette promotion sont parfois des organisations qui viennent du monde qui est, entre guillemets, considéré comme le monde des libertés, le monde de la démocratie. Et c'est pourquoi j'ai précisé au départ que les ONG participent d'abord de la vie démocratique. Mais considérés par qui, quand vous dites considérés comme le monde? Par eux-mêmes? En fait, pas par eux-mêmes. C'est un mythe qui est construit auquel beaucoup de gens croient. Parce que quand on dit le monde hégémonique, ils sont hégémoniques selon eux-mêmes d'abord, pas pour les autres. Non, si vous dites selon eux-mêmes. Aujourd'hui, on peut dire les deux quarts du monde, la moitié de ce monde est dominé par l'Occident libéral. On ne peut pas nier ce fait. Le Moyen-Orient, même s'il y a des monarchies là-bas, c'est l'Occident libéral qui domine. Quand vous redescendez en Europe occidentale, c'est l'Occident libéral. Quand vous remontez dans une partie de l'Asie, c'est l'Occident libéral. Quand vous remontez en Amérique du Nord, c'est l'Occident libéral et une partie de l'Amérique du Sud. Donc, et en Afrique, ils sont en train d'imposer. Vous avez la France qui est l'une des puissances tutélaires, 17 pays africains qui parlent français. Donc, l'Occident libéral est hégémonique. Il ne faut pas nier, c'est une réalité politique internationale. C'est également une réalité politique internationale que le monde multipolaire est en train de s'effondrer d'une certaine façon. Mais ce n'est pas le débat, allons-y. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les dynamiques de la libération des peuples. C'est ça qui est en jeu.
Et c'est le pourquoi, même si les gens ne sont pas d'accord avec les mécanismes de gestion interne de la Russie, beaucoup de gens, de personnes du tiers-monde qui ont envie de leur libération voient en bien la Russie. Vous voyez un peu, c'est comme un paradoxe. Quand vous dites les gens ne sont pas d'accord avec la gestion interne de la Libye, les gens c'est de la Russie, de la Russie. En fait, de la Russie, oui. Oui, les habitants de nos pays ne considèrent pas forcément la Russie comme un exemple de pays très bien géré. Tout le contraire, selon certaines enquêtes qui sont menées. Effectivement. Ce n'est pas la question justement, mais c'est pour cela que je n'aimerais pas qu'on s'attarde là-dessus. Dans la dynamique de libération des peuples, la Russie est un exemple. Pourquoi? Parce que justement la Russie a demandé à ces ONG, qui sont devenus plutôt des agents, des relais de ces forces expansionnistes, de quitter son territoire. Vous voyez un peu, la Russie, pour se défaire de ces logiques hégémoniques, a demandé à ses agents de quitter son territoire. Et la Russie a montré l'exemple aux autres pays que lorsque vous avez moins de ces agents chez vous, vous connaissez moins de problèmes et vous pouvez assurer de manière optimale le développement infrastructurel du moins de votre pays. Et aujourd'hui, les pays africains qui sont dans la dynamique de libération sont en train de prendre pour modèle ce que la Russie a posé déjà comme grand acte sur le plan international. Et la Russie, petit à petit, devient donc le modèle. Pas seulement la Russie, la Chine également. Vous savez, en Tiananmen, sur la place Tiananmen, 1989, qu'est-ce qui s'est passé? Des étudiants ont été massacrés. Mais la Chine a interdit que les médias, les organisations fassent relais de ces massacres. Ce n'est qu'en Occident qu'on relayait ça. Et puisque, et c'est ça l'une des faiblesses des pays africains, c'est que dès que la dynamique de libération est en place, il vous faut une armée forte. Nous sommes sur le point d'avoir une armée forte. J'ai parlé de mécanismes par lesquels l'armée peut dépasser actuellement le conflit qui est là. Pourquoi? Parce que notre armée est largement au-dessus. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ces mécanismes, justement, selon vous, peuvent tendre vers la résolution du conflit? Là est la question. Lesquels mécanismes? Les mécanismes, justement, qui permettent de l'armée, c'est-à-dire que vous parlez des mécanismes qui peuvent engendrer, faire en sorte que la guerre ne dégénère pas en conflit international. Comme elle est en train de le faire, comme on a le sentiment. Parce que nos adversaires veulent à tout prix internationaliser le conflit. Et nous, notre intérêt serait que ça n'atteigne pas ce niveau. Parce que M. Patient Parfait m'a dit une vérité. Ces gens n'en sont pas à leur première expérience. Ces ONG, elles n'en sont pas à leur première expérience. La Côte d'Ivoire, la Libye, la Syrie, il y a une pléthore d'exemples. Ils ont réussi dans certains cas. Pour qu'ils ne réussissent pas ici, il faut donc empêcher qu'on aboutisse à leur objectif. C'est pourquoi notre armée doit continuer à travailler de manière professionnelle. Le respect, les enquêtes militaires doivent être multipliées. Il y a également un phénomène que notre armée connaît parce que aider notre armée dans ce combat, c'est aussi lui apporter les éléments qu'elle a déjà. Il y a le renseignement préventif. Vous savez, lorsque vous discutez avec certains militaires, parfois le renseignement préventif pouvait permettre d'empêcher certaines attaques. Mais simplement parce que certains responsables, pour des intérêts peut-être individuels ou bien pour des intérêts de lobby, ne veulent pas qu'il y ait, veulent en fait qu'il y ait une situation grave pour justifier des dépenses. Ils laissent les choses se faire. Alors, moi, il faut que cette armée... Une autre question, M. Batengene. Est-ce que pour vous, justement, ce ton qui monte ces dernières heures, ces dernières semaines entre le gouvernement camerounais et ces ONG-là, aux ordres, vous l'avez accepté, vous l'avez cautionné quelque part, et ces ONG-là est de bonne guerre, de bon ton? En fait, le Cameroun est dans sa dynamique de libération. Le ministre de l'administration territoriale, il faut le dire, il est à féliciter du point de vue de l'engagement qu'il a pris devant les gens, devant les Camerounais. Il n'est pas allé de lettres de main morte. Il l'a dit, il y a des financements occultes, il a donné des montants. Mais maintenant, dans une démarche d'un État qui est véritablement dans la libération, le ministre doit nous apporter les preuves de ces déclarations, parce qu'on parle du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire celui qui est le patron du renseignement, celui qui est le patron de la sécurité nationale. Ce ministre a donc tous les éléments devant lui. Nous devons les voir. Du moins, si ce n'est pas le peuple directement, les représentants du peuple, dont l'Assemblée nationale, le Parlement.
c'est le moment pour nous de voir effectivement que nous avons un pays qui fonctionne. Parce que notre pays a déjà montré au monde entier qu'il est capable de faire des choses comme un pays qui fonctionne. Vous savez, les pays où il y a eu des interventions, il y a quelque chose qui leur a manqué. Et cet élément, c'est un élément phare, et c'est un élément fondamental dans la Convention européenne, dans l'article 2. Il s'agit de l'enquête sur les cas de violation lorsque l'armée est sur un terrain de guerre. Parce que même les Européens savent qu'un terrain de guerre, il peut avoir des exactions. Maintenant, il y a dans leur article 2 de la Convention, les enquêtes. Le Cameroun, Madame Hilaria Alegrozi a reconnu, celle qui chapeaute Human Rights Watch au Cameroun, a reconnu qu'il y a eu une enquête qui a abouti à l'identification des responsables des exactions sur les bébés et les femmes au nord, à l'extrême nord. C'est la preuve que cette armée peut être impartiale. Donc il peut y avoir des enquêtes qui aboutissent. Le Cameroun gagnerait donc à actionner encore ce type de mécanisme pour montrer à la face du monde que nous avons une armée républicaine qui est en train de se perfectionner, mais nous avons affaire, et le monde le sait. Ne croyez pas que ceux qui parlent, même à l'international, ne connaissent pas ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Ils savent que les sécessionnistes, sachant qu'ils n'ont pas la capacité militaire d'attaquer, vont tout faire pour internationaliser, pour avoir des soutiens extérieurs qui vont intervenir et leur permettre d'aboutir à leur objectif. Ils le savent. Donc ils savent pertinemment que ces gens vont continuer de provoquer, de harceler notre armée. Mais notre armée ne devrait pas céder au harcèlement. Elle doit rester républicaine et elle va continuer son travail de manière professionnelle. Merci. On va retourner au standard et avant de revenir sur ce plateau pour les mots de fin, les conclusions. On prend cet appelant depuis les États-Unis, me dit-on. Allô, bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct. Je vais aller tout droit comme le temps qui nous reste, qui nous est parti vers la fin. Donc je vais d'abord commencer par réaffirmer notre soutien total à cette brave armée camerounaise. Comme l'a dit M. Batingene, le Cameroun est dans une logique d'émancipation et de libération. Nous voyons dans ce qui se passe dans le nord-ouest et au sud-ouest que c'est beaucoup plus, selon moi, une guerre de succession qui est engagée. Parce que toutes les revendications, presque, pour ne pas être péremptoire, la quasi-totalité des revendications qui étaient au départ prônées par les avocats et les enseignants ont trouvé solution. Mais on se rend compte que les exactions continuent beaucoup plus contre les civils et contre les forces de défense de l'ordre. Tout à l'heure, mon frère qui est avec moi sur ça, Bertrand Tchapoua, a souligné, jeté le discrédit, le pauvre sur notre armée. Je rappelle juste que cette semaine qui est en train de s'achever, Afrique Média n'a pas encore commenté cette actualité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a, ou bien les juges de la CPI, autant pour moi, ont voté à l'unanimité pour qu'il y ait des enquêtes sur l'armée américaine et l'armée afghane en Afghanistan. Mais il faut voir la réaction de tout le gouvernement américain qui ont condamné fermement cet acte. Et aucun média américain ne peut, en temps de guerre, critiquer l'armée. Donc je ne comprends pas aussi l'attitude des médias. Parce que les médias, que ce soit les médias privés ou même la CIA TV, aucun média ne relève l'action humanitaire que l'armée fait au nord et au sud-ouest. Alors que nous savons que cette armée qui est là-bas œuvre dans le social. Il y a des militaires qui se sont transformés en enseignants, qui soignent les malades. Et pourquoi ne pas aussi aller vers ceux qui ont, ceux sécessionnistes hier, qui ont déposé les armes, qui sont dans les centres de désarmement et de réinsertion? Pourquoi ne pas les interviewer et prôner ce message de la paix et de la réconciliation? Il y a de ça quelques semaines, Macron l'a dit à mon dos ouvert, qu'eux, ils soutiennent les ONG. Et c'est ce rôle que
mettre à risque, elle peut créer n'importe comment. Nous savons qu'il y a des financements occultes. Donc, j'aimerais que les médias essayent d'aller vers ces militaires qui sont là-bas, qui font dans le social, ces gens qui ont déposé les armes, qui contribuent au retour de la paix et le calme dans notre pays. Vraiment, c'était mon intervention. Je vous remercie et bonne continuité. Pour votre appel et votre participation, on va définitivement refermer le standard avec vous. Monsieur Mac, vous nous appelez de la France. Bonsoir, bienvenue. Allô, Mac? Vanessa Gadi, je salue le grand frère Parfendom ainsi que Batengele. Je salue les techniciens standardistes et tous ceux qui apportent leur contribution pour la cause. Donc, je vais aller très rapidement. Alors, par rapport à la histoire, ce que je peux dire rapidement par rapport à la thématique de ce soir, c'est quoi? Ce que je pourrais dire, c'est quoi? C'est que il faudrait que nous, Africains, nous comprenions que dans cette dynamique de libération, on ne peut pas aller sans toutefois avoir dans notre viseur l'anticipation. Qu'est-ce que je veux dire? C'est là où je m'aligne directement sur la ligne du grand frère Parfendom. Mais cette guerre-là, qui en profite? Posons-nous de bonnes questions. Mais il y a des hauts gradés de l'armée qui profitent. Le chef d'État le sait ou pas? Il le sait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, moi je pense que le président Biya, c'est quelqu'un qui travaille certes. Mais quel est ce laxisme qui est dans ce système? Il faudrait qu'arriver un moment, c'est pour ça que je dis souvent, nous sommes dans un dernier virage au Cameroun, avec déjà son âge avancé, que les Camerounais prennent les choses en main, on demande au président, soit qu'ils choisissent avec le consensus de tous les Camerounais, un patriote pour le mettre à la tête, pour prendre les choses en main. Il y a tout comme ça qu'on va s'en sortir. Mais si les gens continuent comme ça, et que un beau jour on apprend qu'il n'est plus, on fait comment? On va se retrouver dans le chemin de la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis pas pour ça. Le président Biya a fait assez. Il est même bien fatigué. Il fait de bonnes choses, ça on le sait. Mais si autour de lui, on a des gens, chacun cherche sa part, mais vous verrez que rien ne va avancer. Déjà dans la guerre, combien d'argent on dépense? Et ça profite. Pour votre participation avec nous ce soir, on est malheureusement arrivé au terme de cette émission. On va mettre la clé sous le paillasson dans quelques poussières de secondes seulement. Monsieur Batengene, je vous donne 2 secondes. C'est un réel plaisir d'avoir échangé là comme ça avec vous et surtout ce que je peux dire pour conclure, c'est que le président de la République a posé un ensemble d'actes qui sont de nature à résoudre cette crise. Assez rapidement, s'il vous plaît. Maintenant, il faut mettre en application les résolutions du grand dialogue national qui a eu lieu. Il faut ouvrir un corridor de négociation avec les leaders sécessionnistes à l'extérieur, ceux même à l'intérieur, avec des diplomates aguerris qui vont être membres de ce corridor, qui vont discuter, qui vont être membres des délégations, qui vont discuter. Il faut faire une discussion au cas par cas et il faut discuter également avec des leaders politiques de partis d'opposition qui semblent être très sensibles au discours des sécessionnistes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Batengene Jonathan. Merci d'avoir participé à cette émission avec nous. Monsieur Patient Parfendom, on sera avec vous. Je pense que quand j'écoute les uns les autres, tout le monde est fatigué par cette guerre. Et je crois que la fatigue conduit certains à ne plus être assez lucides. Il n'y a rien qui ne vaut la vie humaine. Et dans cette affaire-là, nous sommes dans un piège qui a été tissé depuis les années 60, dans lequel nous sommes tombés pieds et mains liés. Il faut que nous puissions nous sortir de ce piège. Et le seul remède miracle que nous avons, c'est le dialogue, c'est la négociation. Il faut qu'on se parle. Le seul, d'accord. On n'a pas d'autre chose que cela. Et il faut qu'en organisant ce dialogue et cette négociation, qu'on en profite justement pour devenir réellement indépendant. Parce que tant que nous serons dans cette situation glauque-là, qui est comme elle est, où je suis écœuré d'entendre des gens dire « You francophones, mais qu'est-ce qu'on a à foutre ?» Vous voyez? Mais ils ont raison de le dire parce que nous avons nous-mêmes
construit ce chemin-là qui est comme il est aujourd'hui. Donc il n'y a que le biais d'un véritable dialogue national inclusif où on va enfin purger la question du contentieux historique, que nous allons mettre fin à cette guerre. Ça n'est trop, les gens meurent, les femmes sont violées, les enfants sont tués. Il faut arrêter cette guerre stupide. Merci beaucoup à vous, Monsieur Patient Parfendon. Merci, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci à l'équipe technique de cet après-midi. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines éditions. Ce fut un réel plaisir de vous retrouver dans cette chaîne panafricaine. Au revoir.